Salutationalisation et bienvenue à ce 27e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. 2023, dans l'univers du jeu vidéo, ça a quand même été une très bonne année. On a eu des retours de titres forts comme Zelda, Tears of the Kingdom, on a eu Diablo 4, Baldur's Gate 3, on a eu d'excellents jeux à licence comme Spider-Man 2 qui était un vrai bonheur à jouer, ou encore Star Wars Jedi Survivor, dont j'ai fait en moins d'une semaine. On a aussi eu des nouveaux arrivants très sympathiques comme Lies of P, auquel j'ai pas encore joué, mais ne vous en faites pas, ça ne serait tardé. Mais une belle surprise que nous, les joueurs de PlayStation, on a tous eu en décembre dernier, c'est la sortie du DLC 100% gratuit de God of War Ragnarok, j'ai nommé God of War Valhalla. Je vois un rivage au loin, sable noir. Exactement comme décrit dans l'invitation. L'épisode qui vient une fois pour toutes clore le développement de personnages de Kratos dans l'univers scandinave. Parce que oui, rappelons-le, Santa Monica Studio, à la base, ils avaient prévu 5 jeux se déroulant dans les mythes nordiques. Mais ils ont décidé de clore l'histoire avec God of War Ragnarok et par extension avec God of War Valhalla. J'ai déjà produit des vidéos sur God of War, beaucoup même parce qu'en août dernier, j'ai fait un mois entièrement dédié à l'ère nordique des jeux. Le lien est dans la description si jamais vous voulez voir la playlist complète. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre méchant on devrait parler. Ça aide énormément pour le référencement. Mais l'ironie étant qu'après avoir énormément parlé de God of War, paradoxalement, on n'a pas énormément parlé de Kratos en lui-même. En même temps, c'est pas un personnage qui évolue énormément. Dans les jeux grecs, en tout cas, il évolue pas énormément parce que c'est ça le concept de Kratos, le fantôme de Sparte. C'est un homme mauvais qui descend aux enfers, qui ne s'améliore pas, qui n'essaye même pas et qui démolit tout autour de lui de façon constante. Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Si bien qu'en 2 jeux, un DLC se déroulant dans l'univers scandinave, Kratos évolue infiniment plus que dans tous les jeux se passant dans l'ère des Grecs. Du moins, c'est mon observation personnelle, parce que rappelons-le, si moi j'ai dévoré God of War 4 et God of War Ragnarok, la vérité, c'est que les premiers God of War se passant chez les Grecs, j'y ai pas énormément joué, et même à ça, c'était de loin quand j'avais 8 ou 10 ans. Ouais, mes parents étaient pas super stricts sur les jeux auxquels je jouais. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler rédemption, on va parler mythologie et histoire, mais surtout on va parler analyse de personnages. Et je vais répondre à une question, quel était l'arc narratif de Kratos dans les jeux nordiques? Soyez donc sûr d'avoir joué à God of War Valhalla et de l'avoir bien terminé pour éviter les spoilers. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Kratos. Notre histoire commence à l'aube des temps, bien avant les titans et bien avant les dieux de l'Olympe. À l'époque, les dieux primordiaux étaient dans un conflit de manière constante, ce qui a fini par énerver un petit monsieur que vous connaissez peut-être sous le nom de Zeus. Zeus va se révolter, renversant son père Cronos, qui lui-même avait renversé son père Ouranos, qui lui-même l'avait mis à l'envers à sa sœur / sa femme / sa mère Gaïa. C'est dégueulasse! Ta gueule. Bref, Zeus, il va finir par accéder au pouvoir avec ses frères et sœurs, notamment celle qu'il a décidé d'épouser, Héra, nom de Dieu que c'est dégueulasse, et ils auront une ribambelle d'enfants, notamment Arès, le dieu de la guerre. On passe quelques péripéties, incluant donc la création de l'humanité, jusqu'à la montée du concept de civilisation, et d'une civilisation en particulier, j'ai nommé la fière nation de Sparte. Les Spartiates sont une nation de fiers guerriers qui vont un culte à Arès, et plus particulièrement au concept de guerre. Et un jour naîtra un petit enfant spartiate qui attend de grandes choses dans son destin, j'ai nommé Kratos de Sparte. Né d'une humaine du nom de Callisto et à son insu de Zeus, le roi des dieux en personne, Kratos vient au monde avec certains dons et talents, dont une force surhumaine, une grande intelligence, une bonne capacité d'analyse et des compétences de combat hors du commun. Évidemment, Zeus, il est marié à Héra, Héra, la déesse du mariage, qui est connue pour détester les enfants bâtards des affaires de son mari. Elle va donc ordonner, le jour de sa naissance, l'exécution de Kratos. Ce à quoi Zeus va répondre non, en échange de quoi il va l'abandonner et laisser Callisto l'élever tout seul. Kratos, dans le but d'intégrer l'armée spartiate, il va s'entraîner toute son enfance aux côtés de son frère Deimos. Mais à peu près au même moment, Zeus, il va commencer à entendre parler de prophéties. Prophétie lui disant qu'un jour il est destiné à perdre sa place comme dirigeant du cosmos aux mains d'un de ses enfants. Bonjour, bienvenue chez Apollo Corps, mon nom est l'oracle de Delphes, comment puis-je vous aider? Oui, allô? Je vous appelle parce que j'ai reçu un courriel en fait qui me dit que vous auriez une prophétie pour moi. Oui, parfait. Alors, en regardant votre dossier, il va me falloir votre nom. Zeus. Il va me falloir un nom de famille, monsieur. J'en ai pas, moi. Vous n'avez pas de nom de famille. Non, écoutez, moi, les noms de famille, à mon époque, on n'en avait pas forcément besoin. On était genre 50 sur la planète. Je sais que ce nombre n'est pas exact. Vos gueules. Ah,
Ok, vous êtes un de ceux-là, parfait. Il va juste me falloir une adresse email qu'on valide votre identité. Ah, ok, oui. Alors, c'est sexygodzoo69@olympus.go. Ah, ok, oui, parfait, c'est bon. Donc, j'ai trouvé votre dossier. Ah, on dirait que vous avez déjà eu une prophétie. Non, justement, ça, c'était la prophétie de mon père qui me concernait. Vous lui avez prédit qu'un de ses enfants allait le renverser et lui prendre le pouvoir. Parfait, oui, ça colle à mon document. Sur ce, comment ça s'est passé? Je lui ai fait dégueuler de force mes frères et sœurs qu'il avait bouffés au préalable. Mon psychiatre a fait une dépression. Oui, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais, tu m'étonnes. Bon, écoutez, c'est pas pour ça que je vous appelle. Moi, c'est parce que j'ai reçu une prophétie qui me dit que un de mes enfants va me renverser et me prendre le pouvoir, comme j'ai moi-même fait à mon propre père. Parfait. Alors, quel est le problème exactement? Ben, c'est que moi, je l'aime, le pouvoir absolu que j'exerce sur le cosmos dans un règne de terreur. Je l'aime même beaucoup. Oui, eh bien, ce qui est écrit, monsieur. Je sais pas quoi vous dire. Vous pourriez peut-être essayer d'aller discuter avec vos enfants. Mais vous savez, j'en ai combien, moi, des enfants? Ça doit se compter dans les centaines, si c'est pas plus. Hein, quoi? Des centaines? Oui, bon, j'avoue, je suis un petit peu un chaud lapin par moment. Je vois ça, oui. D'ailleurs, puisqu'on en parle, vous avez une très jolie voix. Vous faites quoi ce soir? Bon, parfait. Alors, sur ce, je vois que l'enfant en question est censé être ce qu'on appelle un guerrier marqué. Un guerrier marqué, vous vous foutez de ma gueule, c'est super vague comme prédiction. Alors non, pour les vagues, c'est plutôt au département de Poséidon qu'il faut s'adresser, laissez-moi vérifier. Non mais par contre, ta gueule. Et c'est quoi ce service d'oracle? Les gens viennent vraiment vous voir vous pour des prophéties? Oui, constamment. La moitié des histoires grecques commencent avec un personnage qui interprète mal une prophétie prédite par l'oracle de Delphes et ensuite meurt dans la misère. Sur ce, Zeus, bonne journée et allez vous faire... Mais Zeus, dans sa grande sagesse, il va décider de terminer le cycle de violence des enfants qui tuent leurs parents en devenant un parent qui tue son enfant. Il va envoyer donc 2 de ses enfants, Arès et Athéna, pour retrouver ce guerrier marqué. Arès ayant remarqué la tâche de naissance bien particulière du petit Démos, il va envahir Sparte avec une armée de centaures et ramener le petit Spartiate devant le dieu de la mort grec, j'ai nommé Thanatos. Kratos, il va tenter de protéger son frère et bien entendu, il va se faire démonter par le dieu de la guerre. Il va se faire marquer à vie d'une cicatrice sur l'œil et c'est seulement dû à l'intervention d'Athéna qu'il va en réchapper vivant. En l'honneur de son frère, Kratos va jurer de ne plus jamais être aussi faible et se faire tatouer le corps avec la réplique exacte de la tâche de naissance particulière de Démos. Les années vont passer et Kratos va devenir un membre respecté de l'armée spartiate et épouser une femme du nom de Lysantra avec qui il aura une enfant, Calliope. Malheureusement, à un jeune âge, Calliope va tomber très malade. Et si vous savez quoi que ce soit sur la philosophie spartiate par rapport aux enfants qui démontrent des preuves de faiblesse, vous savez où ça s'en va. À Sparte, les enfants jugés comme étant faibles sont simplement lancés dans le vide pour assurer la puissance de la nation. Kratos, pour éviter ce destin tragique à sa fille, il va tenter de trouver l'ambroisie, cette nourriture divine qui pourrait éventuellement soigner sa fille. Et ça tombe bien parce qu'en même temps, Arès, il va choisir Kratos comme champion dans une quête dont le but est de retrouver cette ambroisie. Le guerrier spartiate va donc embarquer dans cette aventure avec plein de fidèles compagnons dans le but de retrouver cette nourriture mystique. Il y fera de nombreuses rencontres, incluant beaucoup des autres champions choisis par les autres dieux olympiens. C'est seulement quand Kratos va retrouver l'ambroisie qu'il va devoir tuer Cérion, le champion choisi par Hélios, le dieu du soleil, et qu'il va rencontrer un autre champion à la tête d'une tribu de barbares, j'ai nommé Alkyr. Ayant donc retrouvé Ambroisie, Kratos, il retourne chez lui après avoir perdu son armée, soigne sa fille, devient capitaine au sein de l'armée spartiate due à ses prouesses, et au passage fera une rencontre pas anodine d'une jeune recrue prometteuse, j'ai nommé Atreus de Sparte. C'est après des années que Kratos va continuer de monter les rangs et devenir général de l'armée spartiate, mais malheureusement, Lysandra verra la vérité sur son mari. Quand en auras-tu assez? Quand t'arrêteras-tu? Quand la gloire de Sparte aura fait le tour du monde. La gloire de Sparte. Tu as fait tout cela pour toi. C'est donc dans une rencontre avec les barbares que l'armée spartiate va rencontrer leur némésis. Se retrouvant perdu face à l'armée d'Alkyr, Kratos va faire appel à Arès, lui promettant allégeance en échange de la victoire. Arès! Anéantissez mes ennemis et ma vie sera vôtre. En signe de servitude, Kratos va recevoir ses iconiques lames du chaos brûlées dans ses avant-bras de façon permanente. Lames qu'il utilisera pour tuer Alric et offrir la victoire à Sparte. Kratos, sous les ordres d'Arès, va devenir une vraie machine à tuer, allant jusqu'à attaquer un village qui était sous la protection d'Athéna. Arès, c'est juste le patron donjon et dragon de Kratos. Il joue un warlock. Arès, il avait secrètement déplacé la famille de Kratos dans le village. Le jeune Spartiate va donc tuer tout le monde sur son passage, incluant sa femme et sa fille. Aime dans la mort.
les souvenirs, les visions ne disparaîtraient pas. Comment pouvait-il oublier qu'il avait fait couler le sang de sa propre famille? L'oracle ayant averti Kratos, il sera maudit, marqué à jamais par les cendres de sa famille décédée qui vont se graver dans sa peau, ce qui va lui valoir le surnom de fantôme de Sparte. Il va devenir une personnification de la cruauté, de la colère, de l'avidité, etc. À un point que d'autres dieux de d'autres panthéons, dans ce qui est très impliqué comme étant d'autres univers, vont entendre parler de lui. Et là, je me permets de passer quelques détails parce que je veux pas que la vidéo dure 4 heures, mais Kratos, il va tuer beaucoup de monde, incluant les 3 Furies. C'est après une décennie de service que le fantôme de Sparte va appeler Athéna et lui dire qu'il a servi les dieux olympiens pendant 10 ans et que tout ce qu'il demande en retour, c'est le pardon pour ses actions. Athéna va donner un dernier travail à Kratos, à savoir le fait de retrouver la boîte de Pandore pour en absorber le pouvoir de tuer un dieu et d'en finir une fois pour toutes avec Arès. Et ça tombe bien parce qu'après 10 ans de service, Kratos, surtout comptant le fait qu'Arès l'a forcé à tuer ses enfants, il veut sa vengeance. Le tout avec la promesse, bien entendu, que si Kratos remporte son face-à-face avec le dieu de la guerre, il sera pardonné. Il va en baver Kratos, il va affronter des monstres, des divinités, des démons, d'autres soldats. Il va tomber et revenir des enfers plusieurs fois. Au cours de son aventure, il rencontrera aussi divers personnages hauts en couleur, dont un mystérieux fossoyeur, je suis sûr qu'il n'a aucune importance dans l'équilibre du cosmos. Et on en arrive finalement au face-à-face avec Arès. C'est un combat dantesque qui s'ensuit jusqu'au moment où Kratos parvient à mettre Arès à genoux et finalement le tuer, le regardant dans les yeux, déclarant qu'il l'a transformé en vrai guerrier. Cependant, ces dieux olympiens avaient bel et bien promis de pardonner Kratos en échange du meurtre de Arès, ils n'avaient jamais promis de lui retirer ses cauchemars et sa culpabilité. Kratos se lance donc dans la mer Égée, espérant que la mort le délivrera de ce fardeau. Mais là, c'est Athéna qui va intervenir, parce qu'il y a encore de grands projets pour le Spartiate. Il va monter sur l'Olympe, s'asseoir sur le trône de Arès, et, pour toujours, il sera connu comme le mortel qui est devenu le dieu de la guerre. Cependant, Kratos, il est un petit peu trop efficace comme dieu de la guerre. En fait, il a tellement soif de sang que Athéna elle-même le suppliera d'arrêter son carnage. Le fait étant que les dieux olympiens sont énervés à voir à quel point il fout la merde partout en Grèce. À chaque ville que tu détruis, la colère de l'Olympe grandit. Bientôt, je ne pourrai plus te protéger. Je n'ai pas besoin de ta protection. C'est au milieu d'une bataille qu'un aigle va venir retirer les pouvoirs divins de Kratos. Il va donc assumer que c'est l'œuvre d'Athéna. Mais même si Kratos est redevenu humain, il possède encore une grande partie de ses pouvoirs, incluant ironiquement sa force herculéenne. Il va donc recevoir de la part de Zeus la lame de l'Olympe. Pourquoi est-ce que Zeus aide Kratos ici? Le Spartiate, il en a rien à battre. Tout ce qui compte, c'est qu'il a l'arme la plus puissante de la création grecque entre les mains. La lame de l'Olympe. C'est cette lame qui mit un terme à la Grande Guerre et permit de vaincre les Titans. Mal lui en prie, car c'était le plan de Zeus. La lame de l'Olympe draine le pouvoir qui lui reste. La peur de Zeus étant que Kratos, assoiffé de sang et de pouvoir, finisse par le renverser comme il a jadis renversé Arès. Kratos, il va refuser de se laisser faire, mais sera empalé par la lame de l'Olympe. Il va ensuite jurer vengeance contre le dieu du tonnerre. Pour la deuxième fois, Kratos, il sera emmené aux enfers, là où il va faire rencontre de Gaïa, divinité primordiale de la Terre. Son destin était d'apporter un changement si radical qu'il ébranlerait les fondements même du mont Olympe. Sa mort était une chose que je ne pouvais pas permettre. Nous t'aiderons à vaincre, Zeus. La mort est une fuite, Kratos. Tu es un guerrier de Sparte, pas un lâche. Avec donc l'aide de Gaïa, Kratos va pouvoir enfin attaquer l'Olympe, où il va tuer Poséidon, envoyant bien le message que tous les dieux, aussi puissants soient-ils, qui se mettent en travers de son chemin, n'attendent que la mort. Au passage, les mers vont devenir complètement folles et presque noyer la Grèce au complet, les seuls survivants étant les gens présents sur le mont Olympe ou sur d'autres sommets montagneux. Malheureusement, Kratos va être trahi par Gaïa et retourner, devinez où, aux enfers. Athéna va dire à Kratos qu'elle s'est seulement sacrifiée pour gagner la confiance de Zeus. Elle va donner aux Spartiates les lames de l'exil, armes qui lui permettront de retrouver la flamme de l'Olympe. Flamme qu'il va devoir éteindre pour être capable de toucher la boîte de Pandore qui se trouve en son centre et donc retrouver le pouvoir de tuer un dieu. Kratos va donc se retrouver dans une quête pour retrouver Pandore elle-même pour qu'il puisse accéder à la boîte, tuant d'autres divinités au passage comme Hélios, Héphaïstos ou Hermès. Pandore va tenter de se sacrifier pour éteindre la flamme, Kratos qui aura développé un véritable attachement pour la jeune femme tentera de l'en empêcher. Ce petit moment d'hésitation fera que Zeus interviendra et s'en prendra à Pandore. Kratos va donc lui foncer dessus pour la protéger. Ce fut un combat exorbitant, mais Kratos se retrouve finalement devant Zeus, son père,
ayant au passage démoli une bonne partie des dieux restants, incluant Hélios, le dieu du soleil, ce qui va plonger la Grèce dans les ténèbres. Quand Kratos va finir par atteindre la boîte, il la trouvera vide. Oui, malheureusement, Pandore s'est sacrifié pour rien. Kratos va réussir à rattraper son père, mais leur duel sera interrompu par Gaïa qui va les manger. Dans le corps de la primordiale, Kratos empalera Zeus sur le cœur de son arrière-grand-mère avec la lame de l'Olympe, les tuant au passage tous les deux. Mais Zeus n'a pas dit son dernier mot, il va revenir sous forme spectrale et Kratos activera son lien mental avec la boîte de Pandore qu'il avait touchée il y a tant d'années. C'est l'espoir qui nous rend forts. C'est grâce à lui que nous sommes ici. C'est avec l'espoir que nous combattons quand tout le reste est perdu. Pandore lui dira que l'espoir est la seule chose qui lui permettra de gagner, et c'est grâce à cet espoir que Kratos va retisser son lien avec la boîte de Pandore et retrouver son pouvoir divin. Si jusque-là il était seulement capable de blesser Zeus, il peut maintenant le tuer. C'est à main nue que Kratos finit le roi des dieux, le monde grec est ravagé, et les ténèbres retournent à leur existence primordiale dans le chaos. Flash forward des siècles plus tard, Kratos mène une petite vie paisible dans un domaine régi par les dieux scandinaves. Le panthéon nordique, donc les Thor, les Baldur, les Heimdall et autres Odin. Kratos, il vit sa petite vie, tranquille, il est plus vieux, il est plus relax, il a marié une jeune Jotun du nom de Faye et ils ont eu un enfant qu'il a nommé Atreus en l'honneur d'une recrue qu'il avait jadis connue. Mais Kratos reste Kratos, il va donc écouter attentivement les histoires de la mythologie nordique que sa femme lui raconte d'un coup qu'Asgard viennent s'en prendre à lui et sa famille, et il prend l'habitude de sortir pour une période de temps indéterminée, de trouver des ennemis à affronter dans la forêt comme des ours ou des loups, le tout pour apprendre à contrôler sa rage de Spartiate. Ils vont donc vivre heureux ensemble pendant environ 30 ans, jusqu'au jour où malheureusement Faye trouvera la mort de cause naturelle. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Retrouve les tiens. Tu es libre. Kratos et Atreus vont tenter d'honorer la mémoire de la mère du garçon en accomplissant son dernier vœu, à savoir le fait de répandre ses cendres du plus haut point des 9 royaumes. Cependant, la même journée, un mystérieux inconnu tatoué viendra toquer à la porte de Kratos et le provoquera. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages, tellement meilleurs que nous. C'est bien sûr Baldur, dieu de la lumière, sur qui on a déjà fait une vidéo qui est décrit comme étant l'ennemi le plus formidable que Kratos ait affronté à ce moment dans la novélisation du jeu de 2018. Kratos va repousser Baldur et il prévoit bien honorer la mémoire de sa femme. Il se fera de nouveaux amis en chemin, notamment les nains Brok et Sindri, et ce cher Mimir, l'homme le plus intelligent de l'univers, qui leur apprendra que leur destination n'est pas à Midgard, mais à Jotunheim. Ils vont aussi rencontrer une mystérieuse sorcière des bois qui se révélera être Freya, ex-femme d'Odin et ancienne reine des Valkyries. Encore une fois, Kratos, accompagné de son fils Atreus, vont se frotter à de nombreux ennemis comme Magni et Moody, les deux enfants de Thor, le dieu nordique du tonnerre. Atreus sera blessé, ce qui va forcer Kratos à déterrer ses anciennes lames du chaos pour pouvoir aller jusqu'à Helheim, le royaume des morts, afin de récupérer ce qu'il faut pour le soigner. Le Spartiate va parvenir à sauver son fils et ils embarqueront ensemble dans un voyage pour Jotunheim avec Mimir, le tout pour accomplir la dernière volonté de Faye. Mais le duo sera malheureusement rattrapé par Baldur, qui est en quête de sensations pour briser le sortilège mis sur lui par sa mère il y a tant d'années. Il faut toujours que tu interviennes. J'essayais juste de te protéger. C'est pour protéger Freya que Kratos va tuer Baldur, ce à quoi la reine des Valkyries va jurer vengeance. Le cycle s'achève ici. Nous devons être meilleurs que ça. Tous les tourments, tous les supplices imaginables contre toi. Et je jetterai ton âme en pâture aux créatures infernales. Je t'en fais la promesse. Passeront encore 3 ans là où Kratos fait de son mieux pour survivre face aux attaques de Freya et n'attendant que l'apparition de Thor qui viendra venger ses fils. Ce qui va arriver un jour là où Odin et Thor en même temps vont venir chez Kratos pour lui proposer un marché. C'est à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. J'en ferai autant de mon côté. Sûr, il faut que celui-ci renonce à ses recherches pour retrouver Tyr. À ce moment, on comprend à quel point Odin considère Kratos et Atreus comme des épines dans le pied. Le Spartiate va refuser l'offre du père de tout. S'ensuivra donc un combat avec Thor.
Thor va tuer Kratos pour le réanimer après et l'épargne par arrogance. Atreus passera les jours suivants à faire les allers-retours entre Asgard et Midgard en tant qu'agent double. Éventuellement, le duo vont retrouver Tyr, le dieu nordique de la guerre, qui va les aider dans leur quête contre Odin. Le premier gros poisson, c'est Heimdall. Kratos va donc se procurer la lance de Draupnir, une arme qui est censée être capable de surprendre même ce dieu quasi omniscient. Tu m'as porté un coup, n'est pas, et tu ne seras jamais le maître de mon destin. Tu fils. Et la mort de Heimdall, c'est vraiment le moment où tu comprends qu'il n'y a plus de retour en arrière possible dans le jeu. Même Freya va pardonner Kratos pour ce qu'il a fait à Baldur. C'est au déclenchement du Ragnarok que Tyr va se révéler comme étant Odin et tuer Brok, sacrifiant au passage son frère Sindri. Cette fois, c'est la dernière ligne droite. Kratos souffle dans le Gjallarhorn et le Ragnarok peut commencer. Les héros vont assiéger Asgard pour se mesurer finalement à Thor qui va voir la vraie nature de son père. Pour le bien de nos enfants, nous devons être meilleurs. Tu ne parles pas. Tu ne penses pas. Je pense, tu agis. Ça n'a pourtant rien de compliqué. Ce n'est pas ce que je voulais. Et finalement, à Odin, c'est avec un Asgard détruit que Kratos va laisser Atreus aller explorer le cosmos pour trouver qui il est vraiment, et il verra une prophétie qui lui dit qu'il peut devenir un dieu qui rallie les peuples au lieu de les détruire. Et c'est dans le post-game, dans une prison asgardienne qui n'est plus dissimulée par la magie d'Odin, que Kratos et Freya vont retrouver le véritable Tyr. On ne sait combien de temps après ni comment Kratos va être invité par une mystérieuse lettre anonyme au Valhalla. Rattrapé par Freya et ses Valkyries qui au passage a pris sur elle-même le fait de créer un nouveau panthéon scandinave avec Kratos comme dieu de la guerre, le Spartiate va décider de passer les épreuves du Valhalla, au passage combattant Tyr de multiples fois, jusqu'à ce qu'il soit digne de passer par la grande porte. Il se verra, lui, des siècles plus tôt sur le trône de Arès, comprendra le chemin qu'il a parcouru et se déclarera prêt à prendre de nouvelles responsabilités en tant que dieu de la guerre, mais aussi en tant que dieu de l'espoir. Je sais que j'ai laissé énormément d'informations de côté, notamment les comics de God of War. Pourquoi? Parce que la partie histoire dans ces vidéos analyse du mal, c'est censé être une introduction. On est à combien de temps, là? Ah ouais. Bref, vous l'aurez compris, complexe est l'histoire du fantôme de Sparte. Pas seulement parce qu'elle est très longue, mais aussi parce que, pour la comprendre, il faut réécrire la mythologie elle-même. La mythologie de Kratos. La trame narrative des jeux God of War, peu importe leur panthéon, se base sur des fondations mythologiques. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est des fondations où on réécrit quand même bien la mythologie grecque et énormément la mythologie scandinave. Commençons donc par Kratos lui-même. Qui est-il mythologiquement parlant? Kratos de la mythologie, écrit donc avec un C et non un K qu'on peut aussi appeler Kratos, c'est un dieu sans en être un. Il est possible qu'il ait été vu comme un esprit, comme une personnification d'un certain concept plutôt qu'une véritable divinité. Personnification donc de la puissance. Avec ses trois frères et sœurs, donc Zélus, l'ardeur, Bia, la force et Nike, la victoire, ils sont comme mentionné des esprits, des personnifications, voire des daimons, équivalent grec des démons. Ce sont les enfants de Pallas, le titan de la guerre et de la victoire, et de Styx, la divinité primordiale, qui donnera son nom au fleuve. Ils font donc partie de la lignée de descendance à la fois des titans et des divinités primordiales comme Nyx, la nuit, et Ereb, les ténèbres. Bref, à voir leur représentation, on peut comprendre que c'est un peu l'équivalent des archanges ou des séraphins chez les chrétiens, parce que c'est à la fois les plus fidèles serviteurs et la garde rapprochée de Zeus. Ça va dans God of War, c'est pas exactement le rôle qu'a Kratos. Mais il existe une autre version, une version où Kratos est bel et bien un demi-dieu enfanté par Zeus et par une mortelle anonyme. Version dont j'ai trouvé mention, mais que j'ai absolument aucune idée d'où elle vient. C'est donc soit de la fake news, soit c'est une histoire qui a bel et bien existé, mais qui s'est perdue dans le temps dû à sa rareté en termes de représentation. Mais bref, ça c'est pour l'histoire des mythes grecs. Passons aux Scandinaves. Comme mentionné, la mythologie norroise a énormément plus souffert que la grecque en termes d'adaptation pour God of War, dû au fait que le panthéon scandinave, c'est pas exactement la bande de consanguins sociopathes qui ont aucune notion du consentement, dû à la naissance de plusieurs sociétés qui ont syncrétisé leur divinité, toutes plus patriarcales et misogynes les unes que les autres. Les dieux scandinaves, c'est pas comme les dieux grecs. C'est pas tant des mauvaises personnes. En fait, la plupart des dieux nordiques, c'est des dieux proches du peuple.
Thor en étant un excellent exemple. C'est pas non plus des parangons de bonté, mais ils sont pas méchants. En fait, la plupart, incluant Loki, qu'on voit beaucoup dans la culture populaire comme étant le méchant de la mythologie nordique, à de très nombreux moments, il est décrit comme étant ni bon ni mauvais. Et ça va aussi pour Odin. Mais paradoxalement, la plupart des dieux As, c'est-à-dire des dieux qui viennent d'Asgard, c'est des dieux associés au concept de la guerre. Et quand tu vois à quel point la guerre était importante pour les peuples norrois, tu comprends mieux. Odin, c'est donc techniquement un dieu de la guerre, un peu comme Tyr, et peut-être même Thor. Thor qui... Bon, allez, je vais péter le mythe ici, je vous avertis. Il est probable que Thor n'ait jamais été un dieu du tonnerre. En fait, mentionnons-le encore une fois, mais les seules sources qui sont relativement fiables pour la mythologie nordique, c'est le Prose-Edda, écrit par Snorri Sturluson, et les Eddas poétiques, un recueil de mythes compilé par un auteur anonyme. Nos références historiques, donc, pour toute la culture scandinave qu'on peut considérer comme, entre gros guillemets, fiables, c'est 2 ouvrages, dont un écrit par un auteur anonyme, les 2 datant du 13e siècle, à savoir environ 200 ans après que les peuples norrois aient fini de se convertir au christianisme. Donc oui, à notre époque moderne, quand on vous parle de mythologie scandinave, on sait plus ou moins à quoi ça ressemblait. Même en termes de preuves historiques, des temples de culte, on en a retrouvé un seul, et c'est plus une maison longue qu'autre chose. Mais bref, dans les Eddas, Thor, sa connexion au concept de tonnerre, elle est quasiment inexistante. En fait, dans le Prose-Edda, on retrouve Thor et les éclairs mentionnés sur la même page une fois. En fait, la vraie connexion avec le tonnerre, c'est le fait que Thor vient de Thunder, qui vient de l'ancien anglais, qui pourrait vouloir dire tonnerre. En fait, considérant que Thor est un dieu à moitié As et à moitié Jötun, et que le tonnerre, c'est un élément naturel, c'est de la météo, et que les dieux proches de la nature, c'est plus souvent les dieux Vanir, donc qui viennent de Vanaheim, il est plus que probable que non, les peuples scandinaves ne croyaient pas que Thor était un dieu du tonnerre. Quel rapport avec Kratos, me diriez-vous? Eh bien, de un, je voulais juste en parler parce que je l'avais pas mentionné dans la vidéo sur Thor et je trouvais ça dommage, mais de 2, première chose comme suit. La mythologie scandinave, c'est quelque chose d'incroyablement obscur en termes de connaissances historiques. Tellement obscur qu'il est très facile de prendre un personnage créé de toutes pièces pour les biens du divertissement et de l'immiscer dans ce panthéon. Par exemple, Atreus, le fils de Kratos, se révèle en réalité être Loki, le dieu farceur, fils de Laufey, équivalente de Fey, la femme de Kratos, et de Farbouti, un autre géant de Jotunheim. Farbouti, dont un nom peut se traduire par frappeur vicieux. Et c'est très Kratos comme manière de penser. Et c'est pas mal tout ce que j'ai à dire sur le sujet, mais le fait étant que c'est ça qui se passe quand tu prends un personnage original et que tu l'insères à une mythologie déjà existante. Kratos, en termes de mythologie, c'est avant tout une distinction entre histoire et mythe, mais aussi entre mythologie et création originale, sans parler des différences sémantiques qui peut différencier un type de divinité d'une autre. Bref, que des raisons qui font que quand je vais à un party, tout le monde m'adore quand je les corrige en parlant de pop culture et qui me font sombrer dans l'alcoolisme à chaque fois que je fais une vidéo qui parle de mythologie. L'alcool, c'est super dangereux. La solution à vos problèmes ne se trouve pas au fond d'une bouteille. Soyez responsable et pensez à aller chercher l'aide dont vous avez besoin si vous avez des problèmes d'addiction. Ce n'est qu'une blague, je vous aime. Mais heureusement, j'ai beaucoup plus à dire à Kratos au niveau philosophique. La philosophie spartiate. Ben oui, forcément, on parle de Grèce antique, c'est difficile de pas aller sur le côté de la philosophie. Thalès de Milet, philosophe grec, est considéré comme le premier philosophe de l'histoire. J'ai dit considéré, tu te calmes. Donc la philosophie en Grèce antique, d'un, oui, c'est très présent, mais aussi c'est très important. Pourquoi? Parce qu'elle se lie directement à la culture de certains peuples. Par exemple, si je vous demande de me citer un peuple grec qui est connu comme étant à la fois le berceau de la démocratie et qui, dans la culture populaire, est encore regardé pour leur érudition, vous penserez à Athènes. Mais Kratos, il vient pas d'Athènes, il vient de Sparte, et comme tout Spartiate qu'il se respecte, il voue un culte à la guerre. Mais la guerre, c'est pas juste la violence gratuite pour le Spartiate, c'est aussi une question d'esprit d'équipe, de discipline, de tactique militaire, etc. Par exemple, Plutarque, philosophe romain du 1er siècle, a écrit que un Spartiate perdant son bouclier est un signe de déshonneur, mais qu'un Spartiate perdant son armure ou son casque n'en est pas un. La raison étant que le Spartiate revêt une armure pour protéger l'individu, mais que le Spartiate revêt un bouclier pour le bien commun de la ligne de front. On retrouve donc 3 éléments très importants de la culture spartiate, à savoir l'honneur,
la loyauté envers la patrie et la guerre. En fait, les Spartiates, c'est des Mandaloriens. La loyauté envers l'État et son service militaire, c'est quelque chose que les jeunes garçons spartiates apprenaient très tôt. Un système d'éducation connu sous le nom de l'agoge, qui met l'emphase sur le devoir, la discipline et l'endurance. Et quand on met tout ça en perspective et qu'on le met surtout par rapport à Kratos, on se rend compte qu'en fait, il est devenu l'archétype de ce qu'un guerrier spartiate devrait devenir. Il a été endoctriné jeune à se battre pour la gloire de Sparte, au point où la gloire et la puissance sont devenues ses motivations principales. Et oui, éventuellement, son but a transitionné vers la vengeance, mais dans son essence, ça reste très loyal à la philosophie spartiate. Si Kratos, il veut se venger des dieux, c'est parce qu'il a été trahi, prouvant que la loyauté, c'est quand même quelque chose qui lui tient à cœur. Arès le dit lui-même, s'il l'a fait souffrir autant, c'était pour faire de lui un grand guerrier. J'essayais de faire de vous un grand guerrier. Vous avez réussi. Mais la question se pose, si Kratos est vraiment devenu l'archétype de ce qu'un guerrier spartiate devrait devenir, pourquoi alors n'a-t-il pas une fin heureuse? Selon moi, c'est parce que Kratos n'est pas juste une représentation de la culture et la philosophie spartiate. Selon Paul Cartledge, historien britannique, les Spartiates pouvaient rester actifs dans les forces militaires jusqu'à 60 ans avant de pouvoir aller à la retraite. Et pour citer Plutarque sur le sujet, aucun homme ne pouvait vivre comme il l'entendait. Mais dans leur ville, comme dans un camp militaire, ils avaient toujours leur régiment prescrit. On peut donc en conclure que oui, c'était encouragé de la part des enfants spartiates de dédier leur vie aux forces militaires, mais qu'en plus, c'est ce qui était attendu d'eux. Et si le Kratos de l'ère grecque des jeux montre ce qu'un Spartiate aurait dû devenir, celui de l'ère scandinave montre tout ce qui ne marche pas dans cette doctrine. Regardez Kratos, oui, il est puissant, oui, il est fort. En fait, je pourrais argumenter que Kratos des jeux nordiques est bien plus puissant que celui des jeux grecs, dans le sens où c'est plus ou moins établi dans le canon de God of War via principalement la novélisation des jeux, que les dieux scandinaves sont beaucoup plus puissants que les dieux grecs. Et même en termes de rapport de force, je veux dire, Odin a utilisé Ymir pour basiquement créer les 9 royaumes. Si beaucoup comparent Odin et Zeus en termes de puissance, la vérité c'est qu'il est sûrement plus de la trempe de Gaïa et Ouranos, les forces primordiales de l'univers. Et Kratos a quand même réussi à lui rouler dessus, après s'être fait 2 de ses enfants back-à-back. Mon point étant que quand on arrive à l'ère des jeux scandinaves, Kratos, même sans power scaling, il joue dans la même ligue que des dieux créateurs. Il est grand, il est fort, il a atteint un niveau de puissance que la plupart des Spartiates ne font que rêver d'avoir. Et pourtant, ça a pas l'air de lui avoir créé beaucoup de bonheur dans sa vie. On le voit dans DLC Valhalla qu'il est encore hanté par ce qui s'est passé en Grèce, que si les actions passées chez les Scandinaves, c'était principalement de la défense et une tentative d'assurer un avenir meilleur pour Atreus, en Grèce, il s'est rendu compte des atrocités qu'il a commises. Kratos est un être marqué par la guerre, brisé, et pourtant il agit exactement comme la société spartiate lui avait dit d'agir. Et pour se rendre compte de cette nuance, il a dû en faire du changement. La transition. C'est plus ou moins établi que quand on commence une histoire, il faut savoir où est-ce qu'elle finit. Moi, par exemple, histoire vraie, quand j'étais jeune, ce que je faisais quand je commençais un nouveau livre, c'est que j'allais lire la dernière phrase parce que ça me fascinait de savoir où est-ce que ça finissait. Vous savez pas le nombre de livres que je me suis spoilé avec cette mauvaise habitude. Et on peut souligner quelque chose de très intéressant chez Kratos, personnage donc qui existe depuis 2005, c'est qu'il y a un homme qui le suit depuis le début. Cory Barlog, que moi j'aime appeler Cory Balrog pour la blague. Il travaille depuis maintenant presque 20 ans sur la saga God of War. Je me permets de souligner qu'entre God of War, Percy Jackson et Classe des Titans, 2005, c'était vraiment une bonne année pour la mythologie grecque. Bref, en 2005, Barlog, il va travailler comme animateur principal sur la saga God of War. Et en 2007, il va faire la transition vers le département de scénarisation, là où il va rester. Le tout jusqu'en 2018, où est-ce qu'il devient le directeur artistique de God of War 4 et où il va transitionner vers le producteur en 2022 de God of War Ragnarok. Mais il a aussi conceptualisé God of War 3 et il a fait la mise en page initiale. Et déjà à l'époque, on voit cette volonté de faire une transition vers d'autres panthéons, vers d'autres histoires à raconter. Pour ceux qui savent pas, au début, God of War 3, il avait comme pitch de base le fait d'ouvrir les portes du multivers. Kratos, après avoir tué la moitié des dieux du panthéon grec, aurait créé une espèce de vide de pouvoir dans l'univers qui aurait ouvert des trous dimensionnels, ce qui aurait fait qu'il aurait dû faire équipe avec ses doubles des univers égyptiens et scandinaves pour être capable d'en finir avec ses panthéons aussi. Et à ce qui paraît, le jeu il aurait même dû se terminer avec une cinématique post-crédit de 3 rois mages suivant une étoile vers la naissance de Jésus.
Ouais, même pour God of War, c'est un petit peu trop là. Mais même dans le jeu qui est sorti, on voit un désir de transition, notamment avec cette espèce d'hommage à la culture perse très présente dans le design de plusieurs monstres. Comment est-ce que Corey explique qu'il puisse y avoir plusieurs mythologies de présentes dans la trame narrative de God of War? Il le compare à cette photo que vous voyez à l'écran du télescope Hubble, comme si chaque étoile était en fait un domaine régi par un panthéon mythologique précis. C'est pour ça que l'introduction des dieux scandinaves, ça a fonctionné. C'est parce que Kratos, il évolue dans un univers qui, depuis le début, aurait pu accueillir de nouvelles divinités. Sans dire que ça a toujours été le plan, on le sent que les développeurs ont toujours eu cette espèce de petite idée en tête d'amener d'autres panthéons. Mais juste un concept, ça suffit pas, il faut bien le faire. Et ça a été honnêtement très réussi. Déjà oui, par le transmédia canon, il existe des comics de God of War où Kratos va aller en Égypte antique. Ils sont même considérés comme canon pour la plupart. Mais moi, je vous parle de la qualité de la transition. Déjà, demandons-nous combien de temps s'écoule entre les jeux. On peut voir dans un épilogue que dans le futur, des hélicoptères retrouveront la dépouille de Cronos. On peut donc au moins assumer que le monde grec fait somme toute partie de notre timeline. Oui, ok, ce passage, il a depuis été retcon, mais ça prouve quand même que quelque chose comme ça pourrait arriver. La civilisation grecque de God of War, elle aurait pu éventuellement donner naissance à notre civilisation. Par exemple, dans God of War Chains of Olympus, Kratos, il va empêcher l'armée perse de prendre la ville de Attika. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. L'Empire perse a envahi la Grèce antique en 492 et 480 avant Jésus-Christ. Considérant donc que l'armée grecque parvient à repousser l'armée perse, on va assumer que c'est la première invasion de la Grèce par les Perses. Donc, entre 492 et 490 avant Jésus-Christ. Et en tant que tel, God of War 3, c'est censé être une équivalence dans ce monde de la destruction de Sparte, d'un tremblement de terre en 464 avant Jésus-Christ. Considérant donc le fait que les Spartiates étaient encouragés à se marier entre l'âge de 18 et 20 ans, assumant donc que c'est l'âge que Kratos a quand il devient un parent, que Calliope est morte autour de 8 ans et qu'il sert les dieux pendant une décennie, après on peut assumer qu'il doit avoir environ 38 ans quand il devient le dieu de la guerre. Ce qui va placer Kratos autour de l'âge de 50 ans dans God of War 3. Voyons maintenant la transition vers l'ère nordique. On n'a pas vraiment de datation ici, et en tant que tel, les jeux scandinaves sont beaucoup plus loin de la société qu'elle dépeint. On voit presque jamais d'humains, on dirait presque un monde post-apocalyptique. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la fin de God of War 4, Kratos et Atreus, ils ont déclenché Fimbulvetr, cet hiver qui est censé précéder le Ragnarok. Et oui, je sais, c'est de la mythologie, c'est jamais arrivé, il y a pas vraiment de datation ici, mais le fait étant que dans notre histoire humaine à nous, il y a un hiver en 735 que les peuples scandinaves ont vraiment pris pour Fimbulvetr. Ça veut dire qu'entre God of War 3 et 4, il s'est écoulé pas moins de 999 années. Rajoute à ça les 3 ans entre God of War 4 et God of War Ragnarok, ça place Kratos autour du 12 âge de 1052 ans à la fin du DLC Valhalla. Kratos a donc vécu un millénaire entre les sagas grecques et nordiques. 1000 ans où il a évolué. Et ça se voit. Le Kratos des jeux nordiques, c'est pas le même personnage que le Kratos des jeux grecs. Les jeux scandinaves vont mettre l'emphase sur le fait que Kratos, il porte les cicatrices du passé, mais qu'il n'est plus le même homme. Il est beaucoup plus posé, calme et mature. Là où à l'époque, il était un jeune Spartiate en quête de puissance et de gloire. Dans l'ère scandinave, il devient un père qui ne veut que se faire laisser tranquille dans sa petite vie, qui sera rattrapé par le passé et par ce qu'il porte. Ce qui est aussi intéressant, c'est comment est-ce que Kratos est arrivé à Midgard. Il est dit qu'il a simplement pris un bateau et est arrivé il y a 150 ans avant le début des jeux. Là où ça devient très intéressant, c'est que Freya a dit dans God of War 4 que Jormungand, le serpent monde, il est apparu de nulle part il y a environ 150 ans. Donc à peu près en même temps que Kratos est arrivé. Selon cette théorie, donc, quand Thor affronte Jormungand à la bataille finale de Ragnarok et qu'il le renvoie dans le passé, ça aurait pu créer un de ces trous dimensionnels dont on parlait plus tôt et faire arriver Kratos à Midgard. Midgard, une terre quasiment déserte d'activité humaine, un monde qui, encore une fois, semble post-apocalyptique, comme si une véritable guerre l'avait ravagé. À Asgard, il y a même un camp de réfugiés pour les Midgardiens. Bref, moi je trouve que cette transition, elle représente très bien Kratos. Il est un fier guerrier violent venant de Sparte, une nation connue pour vouer un culte à la guerre, qui se retrouve à Midgard, qui encore une fois est à son image, à savoir un monde qui semble avoir souffert et se retrouve en reconstruction après les cicatrices laissées par la guerre dessus. Mais là où ça devient beaucoup plus joyeux pour Kratos, et soyons honnêtes, on en avait peut-être besoin, c'est qu'il n'a pas seulement changé, il a évolué. Évolution divine.
Il est, historiquement parlant, très commun de voir une divinité se faire confier de plus en plus de rôles. Le plus évident, c'est Apollon qui, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, entamera une transition douce en termes de littérature vers Phébus Apollon, qui, en plus de ses rôles déjà qui lui ont été assignés, se verra confier la tâche de dieu du soleil. Et ici, on a plusieurs théories par rapport au pourquoi du comment, soit que Hélios et Apollon ont simplement fusionné par syncrétisme. Le syncrétisme, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Hades, lien en commentaire, c'est le fait de faire fusionner autant les histoires que les rôles, que les pouvoirs, que les arbres généalogiques de deux divinités. Ou sinon, d'autres versions racontent que Hélios était bel et bien le titan du soleil, rôle repris par Apollon, confié par Zeus, après la titanomachie, donc la guerre contre les titans. Ce qui est quand même très bizarre quand tu comptes le fait que Hélios est resté neutre dans la titanomachie, mais on va pas dériver là-dessus. Bref, la mythologie, c'est quelque chose qui évolue et c'est très commun de voir des éléments se rajouter autant au niveau des vrais cultes mythologiques que des histoires qui sont simplement faites pour être des œuvres de fiction. Je te regarde très fort, Ovid. Et c'est exactement ce qui va arriver à Kratos dans le DLC Valhalla. Kratos, il va se refuser au début de devenir un nouveau dieu du panthéon de Freya. Il considère en avoir assez fait en tant que dieu de la guerre grecque et que cette place ne lui revient plus parce qu'il n'en est peut-être pas digne. Mais c'est après un long voyage au Valhalla, après avoir rencontré et affronté Tyr et après avoir appris de bonnes leçons de vie, que Kratos, il va évoluer. Il va faire la paix avec le passé. Ce DLC montre à Kratos son ancien lui, assis sur le trône de Arès comme le dieu malveillant qu'il était. Et en ayant les deux fantômes de Sparte dans la même pièce, tu vois bien le chemin qui a été parcouru. C'est là que Kratos, il va avoir une grande révélation. Prendre, proclamer, mener. Ou ferais-je mieux de servir? L'espoir. Quand le reste est perdu. L'espoir, c'est ce qui a permis à Kratos de retrouver son pouvoir divin et de défaire Zeus. Et c'est peut-être une façon un peu naïve de le voir de ma part, mais moi, comment je l'interprète, c'est que entre l'espoir pour un avenir meilleur et la foi en une tierce divinité pour X ou Y raison, ben, il y a pas tant de différence. Et c'est justement vers ça que Kratos, il s'enligne à la fin de Ragnarok. Il veut devenir un dieu du peuple, une bannière d'espoir sous lesquelles les peuples peuvent se rallier. God of War, au niveau narratif, a un énorme avantage par rapport à la réelle mythologie quand un dieu se voit confier de nouvelles tâches et de nouveaux cultes. C'est le fait que dans God of War, on a une preuve tangible de l'existence des dieux. Ces dieux, ce sont des personnages avec une personnalité qui leur est propre, ce qui fait qu'ils peuvent évoluer et donc bel et bien prendre d'autres responsabilités. Versus les divinités mythologiques qui ne sont que des personnifications et des tentatives de l'esprit humain de rationaliser certains phénomènes naturels et sociaux, comme la foudre ou la guerre. Et là, on a l'essence de ce que le DLC Valhalla essayait de nous dire, c'est que Kratos, il s'est jamais pardonné de tout ce qu'il a fait, et je pense pas qu'il l'ait fait à 100% à la fin de Valhalla. Tu as tout perdu. Et tout le monde. Tu es devenu. Tu ne mérites pas le pardon. Tu as choisi. J'ai choisi. Mais plutôt qu'il était résilient de prendre le poste de dieu de la guerre offert par Freya, non pas seulement parce qu'il ne pensait pas le mériter à 100%, mais peut-être parce que Kratos lui-même a très peur de ce qu'il pourrait redevenir. Il a peur de ne pas pouvoir être le même genre de dieu de la guerre que Tyr. Pour ceux qui savent pas, Tyr, c'est pas seulement le dieu de la guerre, c'est le dieu de la guerre juste, c'est le dieu de la justice, c'est presque le dieu de la politique chez les Nordiques. Bref, Tyr, il représente aussi la loi, c'est un dieu de la guerre juste qui a la sagesse de ne se battre que quand c'est nécessaire. Versus Kratos à la fin de l'histoire, quand il décide de pouvoir devenir un dieu de l'espoir, une émotion positive, venant balancer ce qu'il a fait en prenant la place de Arès comme dieu de la guerre sanglante. Parce que cette position à la fois de nouveau dieu de la guerre et de dieu de l'espoir, ça vient offrir quelque chose à Kratos qui jusque-là lui était inaccessible, à savoir une véritable rédemption. Quelque chose qui va peut-être être exploré dans de futurs épisodes. Et donc ça veut dire que non, Kratos n'a pas eu sa rédemption à la fin de God of War Valhalla. La question se pose donc, si depuis God of War 4, on n'a pas observé une rédemption de Kratos, c'était quoi son arc narratif? Redevenir humain. Je pense qu'on peut définir l'évolution de Kratos par un seul mot, et ce mot, c'est aliéné. Être aliéné, ça veut dire perdre son libre arbitre comme de céder son humanité envers une sorte d'allégeance souvent malsaine, comme Kratos en premier aliéné envers Sparte, puis envers les dieux de l'Olympe et qu'il a servi sans se poser de questions pendant une décennie. Vous vous demandez sûrement en fait depuis le début de cette vidéo pourquoi est-ce que on parle d'analyse du mal quand j'ai Kratos comme sujet, parce que Kratos c'est un personnage qui est moralement très gris, qui tire même sur le bien la plupart du temps, et ça c'est vrai.
depuis 2018. Mais la réalité, c'est que Kratos, il était tellement marqué et aliéné par Sparte et par les dieux grecs qu'il a perdu tout sens de bien et de mal. Et avec ça, il y a laissé son humanité. À la solde d'Athéna, il est devenu un véritable monstre. Il n'était plus un soldat, il était une arme et un outil. Et s'affranchir de cette relation, de ce qu'elle lui a fait au niveau personnel, mais plus important de ce qu'elle lui a fait faire à d'autres personnes, c'était ça l'arc narratif de Kratos, redevenir humain. Tu demeureras à jamais un monstre. Je sais. Mais je ne suis plus ton monstre désormais. Notez bien le fait que Kratos, il a pas renié le fait d'être un monstre. Il a simplement dit à Athéna qu'il ne serait plus son monstre à elle. Kratos, il est resté totalement au courant de ce qu'il a fait. Il ne renie pas avoir été une personne horrible. Il essaye simplement de s'améliorer et de faire mieux pour le futur. Et ça représente énormément le tournant qu'a pris la saga God of War. God of War, c'est une licence qui a grandi, une licence qui a vieilli et qui a su prendre de la maturité avec son audience. Grandir et prendre de la maturité, ça veut pas forcément dire être plus violent et plus gore, ça veut dire prendre plus de recul par rapport à cette violence. Et ça, c'est quelque chose que la licence fait depuis 2018. Le premier God of War, c'est un jeu d'action où l'argument de vente, c'est le gameplay nerveux, mais surtout la violence entourant ce dernier. Les actions horribles posées par Kratos sont glorifiées de par sa philosophie spartiate et le joueur prend plaisir à faire du mal à ses victimes. Grâce aux dieux, vous êtes revenus pour moi. Je ne suis pas revenu pour vous. Voilà, ça c'était God of War et plus important encore, c'était Kratos à l'époque. C'était quelqu'un qui ne sauvait pas quelqu'un même si ça lui en aurait rien coûté et qui généralement était une grosse pute. Puis après t'as God of War Valhalla. La mort que je t'ai offerte était injuste. Voilà, c'est ça le message que les jeux scandinaves essayaient de faire passer. C'est pas simplement de nous montrer que les actions ont des conséquences, même si c'est un message très important que les jeux grecs ne prennent pas la peine de mettre en avant, mais c'est aussi de nous montrer c'est quoi ces conséquences et qu'est-ce qu'elles auront elles-mêmes comme répercussions, autant au niveau personnel chez Kratos qu'au sens plus large dans le monde qui l'entoure. Dans les jeux norrois, on voit bien toute la maturité prise par Kratos par rapport à ses actions, le recul et ça par rapport au thème de redevenir humain, c'est super important. Kratos a grandi dans un environnement qui lui a appris à être comme il l'était et c'est en aguerrissant de la maturité autant au niveau personnel que narratif que lui et le joueur vont acquérir quelque chose d'encore plus important, du recul et de l'esprit critique. Le recul et l'esprit critique vont permettre aux joueurs non seulement de comprendre que c'était mal de ne pas avoir sauvé l'homme et même d'avoir tué certains dieux pour un but de vengeance, mais ça, on le savait entre guillemets déjà. Ce que Kratos n'a eu besoin de comprendre, c'est pas qu'il n'aurait pas dû poser ses actions, c'est pourquoi il n'aurait pas dû le faire. Que ses actions, elles étaient bel et bien égoïstes et que même si les dieux olympiens, c'est objectivement des mauvaises personnes, ça lui donnait pas le droit de tous les tuer et de raser le monde grec au passage. En s'affranchissant du panthéon grec, God of War est passé d'un jeu violent et edgy pour ados en quête de sensations fortes à une œuvre d'art et une bonne introspection sur Kratos et sur comment il a été utilisé pour en arriver là. La fin du DLC Valhalla nous montre littéralement d'où Kratos est parti, ce qu'il est devenu et ce qu'il doit devenir pour avoir droit à une rédemption. Le tout pour une fois pour toutes être capable de laisser derrière la malédiction du fantôme de Sparte et en tirer de vraies leçons. Justement, le fantôme de Sparte, la peau blanche comme neige de Kratos, c'est un rappel de ce qu'il a fait, c'est une marque de sa malédiction. Et selon les fans dans God of War 4 et God of War Ragnarok, on peut voir que les cendres de l'ancienne famille de Kratos sont en train de s'effacer. Sa peau est en train de retrouver une couleur naturelle. On a demandé à Corey ce qu'il en pensait et il a répondu qu'en effet, les cendres sont bel et bien en train de disparaître. Il est plus que probable que plus Kratos avance, plus la malédiction du fantôme de Sparte disparaît et qu'un jour, quand il sera devenu un véritable dieu de l'espoir et qu'il régnera en tant que divinité bienfaisante, ses cendres pourront une fois pour toutes être un souvenir du passé. Comme une représentation visuelle de son humanité, ce qui se fait par gradation, Kratos a perdu ce qui faisait de lui un humain quand les cendres ont été scellées dans sa peau et plus il avance, plus elles s'effacent, symbolisant la guérison de son esprit. Donc au final, Kratos, personnage très complexe, et après avoir fini God of War Valhalla, je me devais d'en parler. Pour son alignement, donc, Kratos, objectivement, je crois qu'on peut l'envoyer à chaotique mauvais dans l'ère grecque des jeux. Mais le fait étant que, comme il a eu un bon millénaire pour penser à ce qu'il a fait, qu'il veut simplement qu'on le laisse tranquille,
et prenant en compte tout ce qui a été fait, mais tout ce qui reste à faire dans de futurs épisodes, je vais l'envoyer à Vrai Neutre. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou parler plus de God of War en cliquant juste là. Dites-moi en commentaire de quel autre méchant on devrait parler et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.